Les bails, les airs, John, on dit Mogop à Mogo, on dit Flocop à Floco. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec deux grands hommes. Monsieur, à ma droite, monsieur Rudy Terranova. Comment vas-tu? Impeccable, alhamdoulilah. Tout va bien? Tranquille, ça va. Monsieur Rudy Terranova, tu nous proposes un projet de livre témoignage connu pour des faits de banditisme, fichier S. En fait, parce que fichier S, c'est un terme générique, tu vois. Déjà, quand on associe fichier S, tu vois, en fait, c'est les médias, ils ont fait en sorte qu'il y ait des mots références qui résonnent dans ta tête. Par exemple, je te dis fatwa, tu vas prononcer condamnation à mort. Alors qu'une fatwa, elle peut être alimentaire pour tel produit qui est licite pour un musulman. Fichier S, un syndicaliste un peu trop virulent de la CGT ou dessus peut être fichier S. Tu as des gens d'extrême droite, tu as des Corses, des Basques, mais fichier S, c'est tout le temps lié aux musulmans. Tu vois. Au moment de ma fiche, elle a été enlevée. Et en fait, il y a des gens qui parlaient, parce qu'à l'époque, même depuis la guerre d'Algérie ou depuis la commune, ils parquaient les gens en Nouvelle-Calédonie. Et il y en a un qui avait dit ça, qu'il fallait mettre tous les fichiers S dans une île, tu vois, et les exclure de la société. Tu vois. Après, leur critère de fichage d'S, des fois, il est un peu bancal, tu vois. Donc voilà, après moi, c'était pour dire, tu sais, quand il y a des délinquants ou ce qu'on appelle des islamistes qui sont étrangers, ils les renvoient dans le pays, mais nous, on est français. Ils vont nous expulser en Auvergne. Donc c'était par rapport à ça. Après le livre, je l'ai sorti dans une période qui était un peu problématique, tendue. C'était post-attentat. Il a été un peu édulcoré, tu vois. Donc après, il transmet l'essentiel de mon parcours que je souhaite à personne. Là, je suis sur un deuxième projet de livre avec un avocat très connu qui est passé par ici aussi. Et qui devrait paraître cet automne. Donc voilà. Ok, en tout cas, voilà, ton livre, converti, catholique, intégriste, militaire, braqueur, la dérive vers l'islam radical, Rudy Terranova, la manufacture de livres. Voilà, c'est ça. À ma gauche, monsieur Mateus da Silva. Comment vas-tu? Ça va super. Est-ce que tu peux rapprocher le micro de toi? Voilà. Ça va super et toi? Ça va. Pionnier dans le management d'artistes urbains, aux côtés d'icônes comme Booba, Matthew Stone ou encore DJ Cost. Mateus est aujourd'hui un businessman actif dans l'univers du divertissement, connu de tous, mais néanmoins, il va se livrer aujourd'hui. On va discuter. Voilà. Comment vas-tu? Ça va? Ça va super et toi? Tranquille. Salut Rudy. Salut Mathéos. Ouais, Après c'est un gars que je connais depuis super longtemps. Ah ouais, c'est ça, vous vous êtes vu en bas. Ça, à l'époque où je l'ai vu il y a 20 ans, j'avais encore un peu quelques atomes de gentillesse que j'ai retrouvés par la suite par rapport à la religion. Mais comme Bams, le frère à Dawala, c'était des grands qui connaissaient mes proches, tout ça. C'était des gens qui nous canalisaient, tu vois. C'était nos références. Le thème d'aujourd'hui, les amis, raconter son vécu de bandit, est-ce une façon de glorifier le banditisme? Après, c'est pas si tu la racontes comme ils font les gens, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi c'est pas dans cette optique-là. Déjà, moi là-bas, je me reconnais pas dans le grand banditisme. J'ai fait des actes qui sont apparentés à ça, mais c'était par inconscience. On va dire, pour donner une analogie, on va dire que le grand banditisme, c'est ceux qui font des safaris que tu vois en Afrique du Sud. Ils ont des 4x4, des pisteurs, des téléobjectifs et tout. Et des fois, dans la brousse, tu as deux Maasai, ils ont une lance et un tissu devant eux, ils arrivent à tuer un éléphant. Ben, les Maasai, c'était nous. Mais nous, c'était par inconscience qu'on faisait ça, tu vois. Et moi, comme j'étais dans une fuite en avant, parce que j'étais orphelin très jeune, tu vois, mais après, avec le recul, il y a des choses que je ne ferais pas. Moi, pourquoi j'en parle? C'est pour montrer au petit frère, parce que tu peux ramener le meilleur éducateur. Le petit va aller dire, ouais, t'as fait un doctorat en sciences urbaines ou je ne sais quoi à la Sorbonne, mais tu connais quoi de la rue? Moi, je vais te dire, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai fait 14 ans de prison, je suis détenu en France. Malgré tous les noms que tu as entendus qui ont fait plus d'isolement, j'ai fait 10 années d'isolement. Jusqu'à que la France, elle a payé des amendes à la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai même fait changer une loi en France sur l'utilisation des dispositifs de dispersement. Parce qu'à Bois d'Arcier, en 2003, ils m'ont jeté une grenade. Ils m'ont déformé la mâchoire. Parce qu'en prison, moi, j'étais intenable, tu vois. Et après, voilà. Après, moi, j'en parle, c'est pour montrer aux jeunes. C'est dans un souci, entre guillemets, de crédibilité. Tu vois. Et la problématique, c'est comme tu as abordé le frérot qui était dans le rap, c'est que les rappeurs, quelque part, ils nous tirent une balle dans le pied. Parce que les rappeurs, moi, j'aimerais bien avoir leur avocat. Parce que c'est tous des tueurs à gages, ils ont tous ramené des tonnes, ils ont tous fait des fourgons, mais ils n'ont jamais fait une JAV. Chaque fois, la majorité, la seule fois qu'ils ont été dans l'égalité, c'est qu'ils ont fraudé le métro. Tu vois. Mais le problème, c'est que dans le rap, on sait qui fait quoi, tu vois. Comme dans les quartiers, tu ne peux pas t'inventer. Mais les rappeurs, non, on connaît leur... la majorité, on connaît leur vécu. Après, il y en a qui ont des vécus. Tu vois, mais tu vois, c'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est minoritaire dans le règne des poissons, tu vois.
Donc après, moi, je leur en veux quelque part de mettre en avant cette fuite. Parce qu'il y a des petits, quand tu leur dis, ouais, ils sont impliqués dans des histoires de fusillade, et ils te parlent d'un rappeur. Il va pas dire la source, c'est ça. Il va dire, ouais, mais l'autre, il a dit dans sa chanson que fallait. Parce que nous, à notre époque, on disait allumer, maintenant, c'est éteindre. Tu sais, ils ont changé le truc, tu vois. Donc voilà. Mathéo, je te repose la question. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où un certain nombre de personnes s'expriment sur leur parcours, tu vois, sur leur parcours sulfureux, notamment de bandits. Raconter son vécu de bandit, est-ce une manière de glorifier le banditisme, selon toi? Non, moi, franchement, je rejoins assez Rudy. Bon, parce que moi, bon, j'ai pas fait autant de prison parce que j'ai été un gars réveillé très tôt, tu vois. Mais bon, je suis quand même passé par cette case-là, forcément. C'est à force de jouer avec le feu, un jour ou l'autre, tu finis par te brûler, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, je le rejoins aussi, qui moi, ayant beaucoup évolué dans le rap, et bah du coup, l'expression qu'il a dit, tirer une balle dans le pied, elle est complètement réelle, tu vois. Moi, là, je participe à l'émission parce qu'on se connaît, tu m'as invité, le thème, il me parle parce que moi, justement, j'ai monté une agence où, justement, on prône que le positif. Donc, en vérité, tu sais, on va te dire que la lumière existe parce que l'ombre existe. Tu vois, c'est ça qui fait constat, en fait. Tu vois, je veux dire, si c'était rien, j'étais en Suède. Un jour, j'ai vu la nuit qu'une fois. J'ai fait un mois presque. Tu vois, parce que je dormais toujours, je me levais pas avant le matin, tu vois. Et il fait 2 jours de nuit, 2 heures de nuit, 3 heures de nuit, tu comprends bien. Donc du coup, tu vois pas l'attrait et les bénéfices du soleil quand tu vois pas la nuit, tu vois. Donc forcément, quand tu veux prôner le positif, il faut quelque part parler du négatif, tu vois, pour faire un parallèle, on va dire, tu vois. Et forcément, moi, bon, puisque comme je suis dans la musique, j'ai pas envie de mettre tous les rappeurs à dos, parce que j'en ai besoin, tu vois. Surtout que là, je suis en train de produire un projet sur le hip-hop de manière générale, donc en réalité, je vais avoir besoin de tout le monde, parce que c'est pas le hip-hop selon moi, c'est le hip-hop en France, tu vois. C'est-à-dire que même avec les gens que je trouve qui ont moins de talent, ou avec les gens, mais ceux qui ont été présents, etc., ils vont participer au truc, donc j'en ai besoin. Mais sans faire de langue de bois, etc., moi, tu sais, comme il y a une expression, je sais pas si tu la connais, ils appellent ça le rap des Yankees. Le rap des Yankees, genre c'est tu sais, Necfeu, les mecs gentils d'après eux, genre eux, nous on est les youves et eux c'est nos clients. Sauf que moi, je vais te le dire aujourd'hui, tu vois, comment j'appelle leur rap à eux? Moi j'appelle leur rap le rap des poucaves. Tu vois, parce que moi d'où je viens, quand t'es un vrai mec, tu parles pas de ce que tu fais. Parce que pourquoi? Parce que t'as peur de la police, gars. Tu vois, en vrai. Tu vois, nous on n'a pas peur des voyous, on a peur de la prison. Tu vois, c'est qu'on assume les voyous, tu comprends, mais la prison, tu peux rien faire. La justice, elle te prend, elle t'enferme, isolement, mitard, machin. T'as beau être le plus gros teigneux, t'es enfermé. Et ils ont les moyens de tu vois, il y a des gens qui ont fait des grosses peines, tu vois, ils s'en sont jamais remis. Tu vois, c'est comme l'équivalent de la guerre du Vietnam, on voit dans tous les films, le mec il est éteint, pour reprendre le terme, parce qu'en fait, ils l'ont cassé. Tu vois, et la prison, c'est à ça que ça sert. Tu vois, et en vrai, soit t'y vas longtemps et ça te casse, soit t'y vas peu et tu sors de là en pensant que t'es un vrai gars et tu pars avec plus d'idées de banditisme. Tu vois, un mec qui va se faire péter pour un truc léger, mais quand il va arriver là-bas, il va être confronté à d'autres mecs qui font d'autres trucs et du coup, ils vont lui donner des plans, des connexions, des idées qu'il n'avait pas et au final, au lieu de sortir guéri, il va sortir encore plus déterminé qu'avant, tu vois. Donc c'est archi pas un outil de répression pour moi, la prison, tu vois. Mais maintenant, comme je te dis, le fait d'en parler, moi je le fais jamais, en vrai. En vrai, c'est à part les gens de ma génération qui me connaissent depuis longtemps, moi je préfère prôner les études que j'ai fait parce que j'ai bac+5, je préfère prôner les sociétés que j'ai fait qui ont été successful, etc., que de dire qu'en 1900 j'étais un show en 1900 et on s'en bat les couilles, frère. Moi je suis un mec du futur, tu vois. Je suis pas un mec du passé. Le passé, c'est le passé, tu vois. Et en vrai, à un certain niveau, le passé que j'ai eu, moi, je le remercie parce que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai que ça dépend de la manière d'en parler parce qu'en réalité, comme lui, il le fait, il le dit pour expliquer aux jeunes générations qu'en réalité, c'est clair que quand tu es jeune, tu as des manières d'agir et c'est des fois des circonstances, tu vois. Parce qu'en réalité, en vrai de vrai, dans nos quartiers, il n'y a personne qui fait des conneries pour l'adrénaline. On fait des conneries par nécessité, tu vois, ou par circonstance. Tu vois, tu vas te retrouver à une galère de bagarre parce que bah, c'est l'action qui a donné le truc. Tu n'as pas choisi, tu n'es pas sorti de chez toi en disant aujourd'hui je vais me faire un mec. Tu vois,
C'est que tout ça, c'est que des circonstances et des manières de comment la situation elle arrive à toi. Et quand tu fais de l'illicite, bah, c'est pour avoir des revenus, des fois pour subvenir aux besoins de ta famille, de tes proches, de tes enfants, etc., etc. Tu vois. Donc il y a tout ça de trucs que, en réalité, comme il a bien dit, c'est que les rappeurs ne nous rendent pas service. Parce qu'en vérité, ils glorifient ceux qui glorifient ça, alors que eux n'ont pas vécu ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ceux qui sont dans ça, ils font profil bas. Ils font profil bas parce qu'ils veulent pas être grillés, tu vois ce que je veux dire? T'as vu, pour rebondir sur ce que vous dites, on s'est tous rendu compte autour de cette table qu'aujourd'hui le rap il a changé et que jadis certains écrivaient des textes fournis et poétiques, tu vois, c'est-à-dire sensés, et derrière c'était des shows, c'était des boxeurs, comme à l'image de Clarks, d'Adi Lorty. On savait qu'il était chaud, mais le mec avait des textes super sensés et tout ce qui va avec, tu vois. Et c'était même mal vu de raconter des trucs sulfureux, car dans la conscience collective du rap, il fallait pas dire des trucs de ouf pour pas inciter à, tu vois. Et aujourd'hui, je vois que c'est la mode d'énumérer dans les textes plein de choses, tu vois, liées au banditisme. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est comment vous les voyez ces rappeurs qui partent de leur vie de bandits supposés ou pas? Déjà, comment vous les voyez ça? Déjà, pour synthétiser ce qu'il a dit le frérot Mathéos, déjà, dans la vie, il y a ceux qui connaissent les recettes des gâteaux et il y a ceux qui font les gâteaux. Pour en revenir sur le banditisme, on va dire sur 40 ans, tu vas vivre 10 ans comme un joueur du PSG et pendant 30 ans, tu vas tirer la langue. Tu vois. Maintenant, les histoires, moi, à la base, si on a fait, moi, j'ai été inculpé pour ça, même des faits terroristes, tout ça, j'ai déjà fait usage d'armes à feu sur mes semblables. C'est pas par fierté. Mais moi, j'aurais aimé que ça se règle avec les points. Mais maintenant, tu as des gens qui veulent plus se battre. Donc, tu es obligé de t'adapter à la personne qui est en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, pour en revenir à ma génération, sur 100 mecs qui étaient dans ça, tu en as 30 qui sont morts, 30 qui sont au RSA, 30 qui ont pris des peines à du chiffre, et 10 qui arrivent à peu près à s'en sortir, qui ont 2-3 commerces. Et dans ces 10, tu en as 2-3. Ça me fait de la peine pour eux, ils ont mon âge, et t'as des petites de 20 ans, elles les appellent, je vais à un sac Hermès, ils grillent des feux sur les champs pour aller acheter un sac Hermès. En fait, c'est de la pitrerie. Et ces rappeurs, on va pas les généraliser ou les synthétiser, parce que moi j'ai beaucoup de proches, toi, tout ce qui est Batset, Check Fou, c'est mon ami d'enfance, toi, les Koba, Boleman, c'est comme des petits frères pour moi, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils racontent plutôt un style de vie, ce qu'on appelle la mala, mais ils parlent pas vraiment de banditisme. Mais il y a des grands rappeurs qui sont identifiés dans la rue comme des voyous. Ils ont eu des problèmes avec des vrais gens de la rue, on les avait des rendez-vous, ils regardaient le sol. Je crois, après, ils ont acheté un paquet de couches. Et il y en a, ils se mettent dans leur folie, ils se mettent en danger. Parce qu'ils citent des noms de voyous connus qui veulent se faire oublier, qui ne sont pas jugés pour des affaires. Et ils les glorifient. Ouais, je veux m'évader, on va pas dire les noms ici, comme un tel. Ouais, je veux faire des fourgons comme un tel. Et la personne, il la connaît même pas. Et il sait même pas que par ses paroles, tu vois, il y a un T-Max, il peut aller le voir, t'as vu? Il va aller faire la sieste avec les taupes, il va se retrouver bouvard des allongés bêtement. Tu vois, c'est pour ça, en fait, c'est devenu un mode de folie. Et aussi, il y a des petits, il leur dit, ouais, je vais être rappeur, je vais être millionnaire. Mais quand tu vois les rappeurs, déjà, t'as une nouvelle génération, tu vas attendre sa chanson pendant 1 an, tous les jours, dans toutes les chichas, et après, il disparaît. Tu vois? Et tu vas le voir avec. C'est des locations, les voitures. Les calibres 4 dedans. Bon, il y a 2-3 vrais parce que le mec, il est parti dans la cave, il a soulevé un VTT, il a pris un 357. Mais les autres calaches, elles sont habilles. Donc, comment? Faut arrêter, faut penser. Tu vois, faut penser à nos petits frères, ce qui va venir derrière. Mais aujourd'hui, vous avez vu, vous êtes ce profil de gars qui ont plus de 45 ans. Enfin, non, entre 40 encore 45. moi, j'en ai 43. Voilà. Matos est très en forme, mais il est plus en forme que nous-mêmes. Tu vois, mange bien. Tu vois. Et aujourd'hui, il y a comment dire, une génération de mecs qui, comme vous aujourd'hui, qui aujourd'hui parlaient sur les réseaux. Tu vois, c'est-à-dire, vous êtes en train de faire une espèce de prévention, mais vous parlez tout de même sur les réseaux. Et à un moment donné, vous parlez un peu de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, comme tu disais, le côté sombre. Dans les grandes lignes. Voilà, dans les grandes lignes, dans le côté sombre. Mais est-ce que faut-il tout dire, ne rien cacher quand on raconte son passé de bandit pour éviter d'inciter? Non, moi je dis pas, déjà je dis pas les choses pour lesquelles je me suis fait attraper. Après, il y a des choses, si je parle, il y a des amis à moi, ils vont pas être contents parce qu'ils étaient avec moi quand on les a faites, tu vois. Après, moi je dis pas tout ce qu'il y a des trucs sombres, tu vois. Parce que regarde, t'as vu, moi, la problématique, je t'explique. Moi, là-bas, je suis quelqu'un de gentil, je suis pas quelqu'un de méchant. Tu vois, moi, par exemple, pourquoi j'ai été violent? Moi, à 17 ans, mon père, il s'est fait tuer, ma mère, elle s'est pendue, c'est moi qui ai trouvé le corps. Et moi, comme juste un exemple, pourquoi j'ai dû être violent? Parce qu'à l'époque, il y avait les histoires des blancs. Moi, j'étais dans le 20e, on était un gars avec les mecs du 19e, ça sombrait à la Fort du Trône, au Diamant Noir. Et moi, comme j'étais blanc, j'étais avec des Renois. Tu sais, dans un collectif, un blanc, c'est fragile, alors qu'il y a des blancs, ils sont sauvages. Donc, on venait toujours me tester, moi. Donc, moi, comme je me suis dit, quoi, si je le tape, il va revenir. Si je prends un hachoir au rayon couteau au champ, je le laisse dans la clavicule.
ah ben, il va plus revenir. Il va dire, lui, il est starbé. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que les gens m'appelaient le fou. Tu vois, c'est par rapport à ça. Donc après, et pour les histoires de tout ce qui est usage d'armes à feu, moi, à la base, j'étais un voleur. Et je me suis retrouvé à voler. Mais moi, j'investissais au Sénégal. Tu vois, mais mes amis à moi, tu sais, comme il y en a, c'est pour ça que je comprends pas. J'ai des potes, ils sont pleins, ils sont encore dans ça. Alors qu'ils pourraient être à la retraite. Mais en fait, plus tu as d'argent, plus tu en veux. Et eux, comme ils ont investi dans la stup, et puis après, tu as des carottes, tu as des enlèvements, l'autre, il se fait enlever sa mère, il se fait enlever sa soeur, il va venir te voir. C'est ton ami de 20 ans. Il va dire, frérot, regarde, on m'a fait du sale. Et toi, tu vas lui dire, non, frérot, tu es obligé d'aller. Donc, malgré toi, à contre-cœur, tu y vas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mathéos, est-ce que raconter ces histoires de bagarre, de braquage, de vol, est-ce que c'est pas incité? Moi, je pense pas. En tout cas, moi, personnellement, je le fais pas ça. Comme je te disais tout à l'heure, à part ceux qui me connaissent et d'avant, ça veut dire que même cette émission que je fais là, les gens, il y en a plein, ils vont être choqués. Ah, mais moi, je sais que tu... Mais attends, mais Mathéo, c'est un gentil garçon, tu vois, parce que moi, je suis devenu un gentil, pour de vrai, tu vois, on sait que chasser le naturel, il revient au galop, mais grâce à Dieu, j'ai pas eu besoin d'arriver à des extrémités, tu vois, pour dire aujourd'hui, moi-même, ça m'énerve de m'énerver. Okay. Tu vois, j'aime bien cette phrase-là. Non, tu vois, ça m'énerve de m'énerver. Ça veut dire que, tu as vu, aujourd'hui, je suis célibataire, aujourd'hui, parce que, en fait, j'aime que la paix. Tu comprends? Ça veut dire que même les mots de tête qu'une meuf peut te donner, je veux pas. Tu comprends? En vrai, tu vois, je veux me focus sur mes activités, je veux me focus sur ma famille, je veux me focus sur les choses positives. Et du coup, moi, je parle pas trop de ça. Tu vois, j'en parle des fois parce que forcément, comme l'a dit Rudy tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui sont dans l'éducation, qui sont dans machin, mais qui ont pas la légitimité d'eux. Tu vois, alors que moi, je suis tellement en grand écart que moi, dans mon association, que le Phare, quand je parle à des jeunes, ils peuvent pas m'avoir. Parce que moi, j'ai fait... Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais toi, tu as fait des études, tu es un mec intelligent, tu comprends pas ce que c'est que la rue. Moi, ce que j'ai fait dans la rue, les 3/4 des mecs que tu vois là, s'ils en rêvent dans la nuit, ils se réveillent en sueur. Tu comprends, je sais pas. Parce que comme il disait, nous, c'était une autre génération. Et moi, je suis plus âgé que lui. Tu vois, vous savez, il y avait les bandes, il y avait machin, c'était une autre génération. Tu comprends, je veux dire. Et c'était un truc, un mode, c'était comme si, à l'époque, c'était soit t'es le gibier, soit t'es le chasseur. Il n'y avait pas de milieu, en vrai. Il y avait des milieux, mais on ne les connaissait pas. Quand tu habitais dans un quartier, en fait, c'était soit, comme lui il dit, moi, j'en connais, les mecs les plus starbés que je connais, c'est des petits gabarits ou des blancs. Parce que forcément, comme ils étaient souvent testés, ils étaient obligés d'en faire plus que les autres. Moi qui suis un Renoir d'1m90, 100 kg, en fait, c'était, je vais pas dire que c'était facile, mais on me cherchait moins. Tu vois, c'est moi qui aimais la bagarre et que machin, tu vois, mais en réalité, c'était rare qu'on allait venir me tester. Toi, Renoir, viens là, je te mets à l'amende. Tu vois, ça m'est jamais arrivé, ça. Ouais, j'aimerais bien revenir sur une période de ta vie, tu vois. À un moment donné, tu étais dans le management de Booba, tout ça. Exact. Et nous, en fait, tous les quartiers, on entendait parler de Mathéos. Mathéos, t'es fou, Booba, si tu l'approches, t'es fou, il y a Mathéos qui sera là. Tu vois. Et toi, comment tu l'as vécu, tout ça, là? C'est-à-dire cette période avec Booba et cette période où même tout le monde parlait de toi, sans t'avoir vu. Ouais, mais c'était drôle. Hein, parce que moi, comment tu l'as vécu, ça? À part Booba, bon, j'ai fait plein d'autres trucs, tu vois. Et j'ai fait aussi des affaires, plein de trucs, des soirées et tout. Et ça m'est déjà arrivé que des gens me parlent de moi, à moi, en pensant que je suis blanc et juif. Parce qu'en fait, dans leur tête, c'est impossible qu'un Renoir puisse faire autant de choses et bien. Tu vois, c'est tellement les préjugés, ils ont la dent dure. Tu comprends, je veux dire. Et on parlait à moi, et en me décrivant ce que je faisais, et en machin. Donc moi, en vrai, même avant... Parce que tu sais, mon prénom, c'est mon vrai prénom, moi, tu vois, Mathéos, je m'appelle comme ça, Mathéos da Silva, c'est un nom qui n'est pas commun, et même avant la musique, avant machin, les bagarres, parce que moi, je viens de Normandie, en fait, tu vois, à la base, je viens de Normandie, j'ai grandi là-bas, je suis arrivé à Paris en 91, et en 91, c'était genre, nique ta mère, c'était l'insulte, tu vois, même le groupe NTM, ça s'appelait NTM, voilà, c'était l'insulte, en Ile-de-France, il y a un truc, nique ta mère, et moi, d'où je viens, c'est pas un village, mais c'est une petite ville qui s'appelle Elbeuf, tu vois. Et en fait, tout le monde connaît la mère de tout le monde dans cette ville. C'est petit, tu comprends? Donc personne n'insulte la mère de personne. Tu comprends ou pas? Et j'ai même une histoire qui est drôle, et ça va lui faire rire. Hein. Je vais te raconter une histoire drôle. Lui, son frère, c'est déjà lui aussi. C'est des vanneurs dans le 20e, dans leur quartier. Là. C'est des vanneurs, c'est des charrieurs. Mais ça se voit, ça se voit. Non, ça se voit pas.
écoute, c'est des charrieurs de ouf. Et moi, tous ces gars comme nous, en fait, la street de l'époque, tout le monde connaissait tout le monde. Parce qu'en fait, avant, comme il disait, tout le monde savait qui était qui. Tu veux dire, c'est pas comme aujourd'hui en soirée, les réseaux sociaux, les gens ils s'inventent des lives, machin, comme tu dis, des flingues à billes, et au final ils se la jouent d'une manière, tout ça. À l'époque, les vrais gens se connaissaient. Tu veux dire, c'était simple. Tu veux dire, que tu habites à Grigny, que tu habites dans le 20e, que tu habites dans le 9-3, que tu habites au Muro, que tu habites machin, tous les mecs de ta génération qui font des trucs se connaissent entre eux. Tu comprends ce que je veux dire et du coup, ce qui se passe, c'est que donc le nique ta mère. C'est comme ça que ça se passe et tout. Et je te raconte l'histoire du coup. Son frère, qui est un grand vanneur aussi. Et eux, dans leur quartier, ils ont une particularité. Ils sont un peu fous. Hein. Attention. Eux, ils insultent les mères. Non mais vraiment. Ils insultent les mères. Alors que moi, je connais d'autres quartiers, ils insultent les pères. Et moi, quand t'insultes les pères, ça me fait gaulerie. Quand t'insultes les mères, ça me fait pas gaulerie. Mais moi, ils m'ont jamais insulté moi. Mais un jour, justement, il y a un Renoir qui va peut-être se reconnaître parce qu'on lui a parlé au téléphone tout à l'heure, qui était pote avec son frère. Et son frère, qui est blanc aussi, il lui a sorti une punchline, et je vais la répéter là. Il lui a dit, hey, tu diras à ta mère de venir récupérer son pagne, parce que quand je l'ai ken l'autre fois sans podcast, j'ai essuyé mon musper avec son pagne, elle est partie sans. Frère, j'étais chaud sous le choc. Et moi, j'ai jamais été raciste, j'ai grandi avec des blancs. Mais qu'un blanc puisse dire ça à un Renoir, moi j'ai vu ma daronne en fait. Je vois ma daronne avec son pagne, je vois l'image de la daronne à quatre pattes, le blanc qui est en train de la fourrer. J'ai vrillé. Et du coup, j'ai commencé à vouloir embrouiller le gars. Et tout le monde m'a comme c'est bon, on rigole. Je dis, bon, on rigole, mais c'est pas marrant en fait. Parce que, en plus, c'est le blanc, mais il valait plus fort que tout le monde. Tu comprends? Il était plus drôle qu'eux. Eux, ils allaient dire des trucs, ouais, ta mère ça, mais lui, il fait des scénarios. Sur la vie de ma mère, j'étais pas prêt. Et du coup, tout ça pour dire, moi, j'ai pas l'habitude de ça. Donc, moi, j'arrive à Paris, nique ta mère, 1, 2, 3, nique ta mère. Tu joues au basket, tu fais une faute, nique ta mère. Donc, moi, je me bagarrais tous les jours. Tu vois, si tu vois l'état de mes mains, tu vois les cicatrices que j'ai, je me bagarrais tous les jours. Du lundi au lundi, je me bagarrais à Paris. Et moi, j'avais des rastas. Tu vois, j'avais des locks quand j'étais jeune. C'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, mon nom, il est monté comme ça. Il y a un Renoir, moi je suis moins Jack, tu vois. Il y a un Jackman avec des rastas, balèze, qui se bagarre. Il fait que se bagarrer. C'est un tapeur. Tu vois dire. Et du coup, c'est comme ça que mon nom, il est monté, même avant la musique. Tu vois dire. Après, moi, comme je boxais et tout, je me suis mis à faire de la sécurité. Tu vois, je bossais en boîte. Après, j'ai commencé la musique. J'étais garde du corps de Joe Star à l'époque d'Entem. Et c'est comme ça que je suis monté dans le truc. Mais mon nom, il a toujours tourné beaucoup. Avant la musique. Tu vois, dans tous les quartiers. Parce qu'en fait, à Paris, justement, en Ile-de-France, il y avait une particularité aussi. C'est que les gens, ils se battent pas beaucoup. Tu vois, parce qu'en fait, dès que le mec, il va dire, moi, je viens de là, diarrhée. Tu vois, et c'est comme ça, là, tu vas dire, ouais, mais t'es fou, je viens de Grigny. Grigny, c'est chaud. Donc, ça désamorce l'embrouille. Tu vois, l'autre, il vient de 3000, l'autre, il vient des 1000, l'autre, il vient de... Ça désamorce. Et moi, de mon petit village, là, moi, je connaissais pas le nom des quartiers. Tu vois, en vrai, on va dire Paganini. Paganini, pour moi, ça me fait penser à un panini, frère. C'est un truc que tu gères. Tu vois, alors qu'en fait, il y a des hommes là-bas. Tu vois, mais moi, comme je le sais pas, quand tu vas me dire je viens de Paganini, c'est pas un truc qui va me faire peur. Si je dois te monter en l'air, je vais te monter en l'air. Parce que pour moi, qu'est-ce que tu vas faire demain que tu peux pas faire aujourd'hui? Tu comprends? Et c'est comme ça que mon nom, il est monté vite dans la rue, parce qu'en fait, à cause de ça, et j'ai eu l'habitude de ça. Tu vois, même là, tout à l'heure, je suis arrivé devant ton truc, là, un mec, j'ai dit, Mathéos, c'est pas Mathéos 2, tu vois, parce qu'en fait, je me serais appelé Mamadou, je serais plus passé entre les mailles, tu vois. Mais du coup, tu faisais quoi avec Booba? J'étais son tour manager. D'accord. Okay. Voilà, j'étais son manager, mais pour les lives, et en fait, je faisais un peu plus de trucs. J'étais pas à son garde du corps. Nous, c'est ce qu'on entendait. Non, mais c'est le gars qui est derrière Booba. Non, voilà, parce que je suis derrière lui. Parce qu'en vrai, tu vois ce que je veux dire? En vrai, voilà, c'est comme tout à l'heure, il m'a fait référence à un truc par rapport à une histoire qu'il y avait eu, il y avait un rendez-vous qui s'était fait et tout. Et moi, quand je suis là et j'arrive au rendez-vous, c'est des mecs que je connais en vrai. Tu vois, parce qu'en fait, quand les mecs, les vrais mecs dans Paname, tu les connais, tu vois. Donc le mec, voilà, je suis obligé de prendre ses patins parce que je partage son argent. Je suis obligé de partager ses problèmes. Tu comprends? Moi, c'était ma logique en fait, tu vois. Et du coup, donc forcément, moi, j'étais pas son garde du corps, mais la personne que je suis et ce que je représente, quand je suis avec toi, bah, je t'évite des galères.
Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont assimilé, ouais, Mathéo, c'est le garde du corps de Booba, alors que j'ai jamais été son garde du corps. Tu vois, mais du coup, ce qui est vrai, c'est que quand on était ensemble, on n'avait pas besoin de garde du corps. Tu vois, parce que Booba, il fait 1m92, il est un peu balèze, moi je suis balèze, même tout le 9 de I, tu prends Mala, tu prends Isaka, il y avait que des grands gabarits, longs, Galsen, tout ça, on n'avait pas besoin de videur, nous. Tu vois, en plus, en vrai de vrai, à l'époque, il n'y avait pas d'histoire. C'est pas comme le Booba d'aujourd'hui que tout le monde déteste, que tout le monde machin. Booba, c'était le héros de la street, mon gars. Tout le monde l'aimait, en vrai. Il y a des gens qui vont le critiquer parce qu'il c'est un métis, il vient de Boulogne, c'est pas un quartier chaud, mais Booba, tout le monde a aimé Booba. Si t'as aimé le rap un jour dans ta vie, tu peux pas dire t'as pas aimé Booba. Tu vois, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Exactement. Retrouver, on dirait sa mère c'est une juive, voilà. Et ici il fait de la sorcellerie, tu vois ce que je veux dire. Ça va toujours, parce qu'en fait dans les cités il y a une mauvaise mentalité. Déjà. Si demain on te voit passer en gamos, on va dire c'est un leasing, c'est une loc. Parce que leur cerveau ils arrivent pas à imprimer. Pour ça des trucs, moi je dis pas ce que je fais parce que je leur dis on va dire t'es un mytho. Bah c'est clair. Parce que tu vois dans chaque homme il y a 3 hommes, il y a l'homme que l'on voudrait être, l'homme que l'on croit être et l'homme que l'on est vraiment. Tu vois. Et ce que peut-être il te dit pas par pudeur, c'est qu'il y avait pas les histoires d'influenceurs, mais dans le rap et dans le foot, il y a toujours eu des trucs en coulisses. Bah oui. T'as des histoires parce que pour certains voyous, les anciens là, les voyous français qu'il y avait encore là, tu vois, pour eux c'était des poires, des poires à argent. C'est-à-dire ils rentrent des millions. C'est pour ça qu'il y avait même l'histoire quand Ruff il avait pété le plomb, qu'on a dit qu'on avait cardiaqué son Cayenne. Tu te rappelles la scène avec l'appel là que ça l'avait piqué. Parce que les gens ils inventent des trucs et ils font des rumeurs, des vérités. Tu vois. Et là, moi, pourquoi j'ai sorti le livre, pourquoi je parle dans les réseaux à la base? Moi, déjà, c'est parce que je venais avec un de mes fils, c'est pour mes enfants, parce que moi, j'ai été diffamé. Toi, j'ai été victime d'un complot policier, j'ai été impliqué, on m'a dit que j'ai allumé un avocat, malgré que j'étais acquitté 2 fois, donc, j'ai dû faire un démenti dans Yard, parce qu'on me désigne comme le tireur. Un policier qui passe en jugement avec Sofiane Ambly, là, actuellement, qui est passé, il a voulu me mettre une cible dans le dos, ça n'a pas marché, tu vois. Après, voilà. Après, moi, comme je t'ai dit, quand j'en parle, c'est pour une question de crédibilité, c'est pour éviter aux jeunes d'aller dans le mur. Mais du coup, en parlant du mur, est-ce que la ligne, elle n'est pas hyper fine entre raconter son vécu de bandit et inciter au banditisme? Après, moi, excuse-moi de t'interrompre, parce que tu m'as posé la question, mais je me suis un peu étalé. Ce que je veux te dire, c'est que comme il a dit tout à l'heure, en réalité, il y a des éducateurs qui sont diplômés, qui ont vocation à driver les jeunes, notamment il y en a en tentative de réinsertion, il y en a en difficulté, il y en a en famille monoparentale, il y en a en orphelin, etc. Sauf que ces gens-là, en réalité, ils n'ont pas de vécu, entre guillemets. Tu vois, et du coup, pour les gamins, en fait, ils sont pas crédibles. Donc le gamin, quand toi, tu vas arriver avec tes lunettes et dire « Oui, petit, il faut arrêter de faire des bêtises », le gars, il dit « Mais en fait, tu connais pas ma vie, tu connais pas mon quotidien. En fait, je fais pas exprès de faire des bêtises. Tu comprends ? En vrai. » Parce que des fois, comme je te disais tout à l'heure, des fois, c'est des circonstances, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que quand toi, en tout cas pour ma part, à moi, quand je parle à des jeunes, et que, regarde, moi, j'ai bac+5, et j'ai fait de la prison. Ça veut dire que j'étais étudiant, j'ai fait de la prison, je suis sorti de prison, j'ai repris mes études. Tu vois, donc le truc, le schéma, on va dire, ouais, mais t'as vu, j'étais en prison, quand je suis sorti, vas-y, je pouvais pas reprendre l'école. C'est pas vrai, parce que je l'ai fait. Tu vois, j'ai fait des études, j'ai fait des conneries, j'ai fait tout un tas de trucs. Tu vois, je bossais. Regarde, moi, quand je faisais, regarde, un truc que je souhaite à personne. Moi, mon déclic chez moi, j'ai perdu 2 petites sœurs. Tu vois, j'ai perdu 2 petites sœurs le même jour. Accident de la route et tout. Celle qui me suivait, qui avait 16 ans, et la dernière, qui avait 3 ans. Donc celle de 16, elles ont traversé la rue, elles se sont fait faucher par une voiture, elles sont mortes le même jour. Tu vois. Donc t'imagines pour la daronne, tu vois. Et moi, ça a été un électrochoc pour moi, parce que moi, j'étais dans les armes, j'étais dans des galères, je me suis fait tirer dessus, j'ai pris des coups de couteau, j'ai tiré sur des mecs, j'ai planté des mecs. Donc des trucs très, très violents, tu vois. Mais en fait, tu te rends pas compte que c'est ceux qui restent qui souffrent. Parce que t'es jeune, t'es fougueux, t'es dans des trucs et tout. Et quand moi, mes sœurs sont décédées, je me suis dit, wow, en fait, c'est ça que ça fait, en fait, quand tu perds quelqu'un. Tu vois, dire, c'est dans cet état que tu retrouves ta mère. C'est dans cet état que tu retrouves tes proches. Parce que toi, t'es jeune, t'as la tête dans le guidon, t'es dans des trucs, tu te rends pas compte que y a des gens, justement, tes petits frères, qui veulent être toi. Parce qu'ils t'idolâtrent. Surtout, moi, j'étais un bagarreur, tout ça, tu sais, ça excite les bad boys. Les meufs, ça les excite. Et les mecs, ça les excite encore plus que les meufs, j'ai envie de te dire. Tu vois, les mecs, ils fantasment, tu vois. Ils aiment ça. Pourquoi les rappeurs, ils sont dans ces fantasmes? Parce que ça excite la voyoucratie. Tu vois, ils aiment bien, ils ont un peu peur, mais ça les titille. Ça les titille, tu comprends? Et du coup, moi, quand j'ai eu ça, j'ai complètement arrêté tout.
Et du coup, comme j'avais déjà l'habitude de l'oseille, tu vois, moi j'ai fait de l'oseille très tôt, tu vois. Du coup, je me suis mis à travailler beaucoup. Et je faisais de la sécu à l'époque et je bossais, je t'explique, 5 nuits blanches par semaine. Tu vois, je bossais le mardi, il y avait une boîte qui c'était le Magnum, avec un ami à moi, Aboubacar. Le mercredi, j'étais au Slow Club à Châtelet. Le jeudi, j'étais off. Vendredi, Remagnum. Samedi, une boîte, le Foxy, boîte de Rebeu dans je sais pas où, là, dans Super Loin. 9-5. Dimanche, Slow Club. J'avais off le lundi et le jeudi. Et c'est pour ça que, bon, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai fait des études, mais il y a plein de gens, ils ne savent pas, parce qu'en fait, j'étais avec eux tout le temps. On était à Châtelet, on faisait les brigands, mais sauf que quand toi, tu faisais moi, je faisais ma nuit blanche, mais à 8h, j'étais en cours, frère. Tu vois, et à 18h, quand les mecs se réveillaient, j'étais avec eux encore. Donc pour eux, je suis comme eux, on a la même vie. Sauf que moi, j'étais en mission, ma daronne et tout, fallait faire des études. Tu sais, j'ai des petits frères, il fallait donner l'exemple, etc. En plus, j'avais des facilités, ça m'a aidé aussi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, il y a plein de gens, pour eux, je suis comme eux. Genre, pas de diplôme, pas de machin, parce qu'on était dans la street. Sauf que moi, j'étais en grand écart. C'est pour ça, quand je te dis, quand moi, un jeune, il va me dire, ouais, mais tu comprends pas. Je comprends. Il n'y a aucun angle dans lequel tu vas m'amener que je connais pas. Tu vois, et c'est ça là, qu'on appelle la légitimité. Tu vois, et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, toute proportion gardée, si tu veux être légitime face à quelqu'un, il faut qu'il sache que, en fait, tu sais de quoi tu parles. Tu vois, parce qu'en vérité, les éducateurs qui sont très spécialisés pour certains, tu vois, et c'est comme, je parlais d'un truc bête. Moi, j'ai un de mes petits frères qui a la RATP, tu vois, et du coup, ça parlait, tu sais, comme il est balèze, les gens, ils disaient, mais pourquoi tu fais pas GPSR, tu vois? Il peut pas parce qu'il a un casier. Et en fait, les GPSR, sans vouloir leur manquer de respect, c'est des mecs qui jouent les redus, mais si tu as eu un casier, c'est-à-dire que tu as fait une bagarre dans ta vie, tu peux pas faire ce boulot. Donc en fait, c'est des mecs, ils jouent les malabars, ils jouent les gros bras, comme la police en fait. Hein, tu veux dire, ils jouent les malabars, ils jouent les bonhommes, mais en fait, ils ont jamais été confrontés dans leur vie à une vraie salade. C'est des poivrons, quoi. C'est volumineux, tu coupes dedans, c'est creux. Tu vois. Voilà, exactement. Après, tu vois, pour dire les finalités, par exemple, il a évoqué... Tu vois, sans mal parler, hein, tu vois, mais c'est une réalité. Parce que... Le frérot, il a évoqué le Foxy, je savais pas qu'il avait travaillé là-bas. Regarde, il parle des finalités. Un patron, il a été tué. Mais bien sûr. Et l'autre, l'ancien, là, le vieux, que j'ai beaucoup aimé, Francky, qui est mort d'une tumeur. C'est des gens qui sont morts... Ils ont aidé. Tu sais, il y a des gens, tu vois leur nom. Oui, mais à l'époque, il y avait Francis le Belge qui allait toujours là-bas. Tu vois comme leur vie, comment ils vivent. Tu vois, parce que, en fait, cet argent, tu vois, nous, on est musulmans, on croit à la baraka, tu vois. C'est-à-dire, cet argent, tu regardes nos darons, ils faisaient 150 € de course, le caddie durait le mois. Et ils avaient 7 enfants. Grave. Nous, avec la rue, je rentre à Carrefour pour madame, elle m'envoie chercher de la béchamel, je ressors 110 €. Grave. 2 jours après, j'ai plus rien. Grave. Tu vois Et là, la problématique avec la génération qu'il y a maintenant, c'est que nous, notre génération Matheos, ils prenaient de l'argent et ils faisaient des affaires. Par exemple, nous, les grands de chez nous, qui connaissent, ils avaient Chicarette. La partie disque et la partie vêtements, c'était à Moda et Dan. Tu vois, ils faisaient des vêtements, t'avais le TD, tu vois, ils entreprenaient. Maintenant, les petits, ils gagnent de l'argent et ils dépensent leur argent pour faire croire qu'ils ont de l'argent. Exactement. Si tu veux faire un test, j'invite tout le monde à faire ça. Quand ils voient les petits là, en Gamos, en RS3, qui passent derrière eux à la station-service, s'il y en a un qui a mis plus de 15 € d'essence, je le respecte. Ils prennent des voitures de luxe pour rentrer dans des chambres où ils ont des lits superposés. Il y a 4 lits superposés des fois, tu vois. Et en fait, ils sont là, leur maman elle va dire accompagne-moi, elle va dire non, leur petite amie accompagne-moi, ils vont cavaler. Et en fait, c'est une fuite en avant. Et c'est devenu du cirque, de la pitrerie. Tu veux rigoler, tu vas dans les chichas. Tu vas au Mariotti, déjà, tu as des mecs, ils ont des PGP, ils marchent même pas. Ils ont des PGP, ils marchent même pas. Déjà, le PGP, pour moi, ça sort pas de la maison, tu vois. Il a des sacoches Vuitton, c'est des falches. Tu vas à une table, un mec de Sinaloa, j'allais apprendre l'espagnol dans Babel, là, bientôt. Tu vas à l'autre, il emporte des tonnes. C'est devenu un cirque, c'est de la pitrerie. Parce que normalement, quand tu fais des choses là, tu le dis pas. Et tu vois, il y a des déclics dans la vie. Quand il parle qu'on est conscient du mal, tu sais, quand tu tues quelqu'un, tu tues pas que la personne. Tu fais pleurer une mère, des enfants, tu fais des orphelins. Comme quand tu rentres en prison, tu rentres pas tout seul. Tu as une femme, tu as des enfants, tu vois ce que je veux dire. Et moi, quand j'ai pris conscience, c'est quand mes enfants me demandaient des comptes quand ils lisaient le Parisien, tu vois. Et concrètement, une fois, quand je passais un jugement, j'étais acquitté, nous, on s'en foutait, on entrait dans une banque, dans une biche. Nous, c'était d'un point A à un point B, il y avait de l'argent. Nous, on voulait récupérer l'argent, si tu te mettais en travers. Après, on a des 5 coca. Une fois, on a braqué une vieille, elle m'a mis des coups de canne...
parce qu'elle disait que les Allemands, elle n'avait pas eu, c'était pas des petits cons qu'elle allait l'avoir. On a dû braquer le directeur de l'agence pour la mettre dans un bureau. Et en fait, nous, c'est quand on prenait l'argent, pour nous, on avait fait ce qu'on a fait, on avait fait coucher les gens. Mais après, quand on passe en jugement, que la personne a dit, ah, dès que j'entends une porte qui claque trop fort, j'ai peur, je vois un psychologue. L'autre, elle commence à bégayer. Dès qu'elle voit trop de monde, elle est devenue agoraphobe. C'est là que tu vois l'impact que tu as sur les vies. Tu vois? Et ça, des fois, les gens, ils oublient. C'est comme nous, en tant que musulmans, quand on dit, par exemple, si je te mets une patate, je sais pas dans mes projets, je peux te mettre une patate, je peux demander pardon à Allah, il va me pardonner, mais je dois demander ton pardon à toi. Tu vois ce que je veux dire? Je dois solliciter ton pardon. Et c'est ça, c'est que les jeunes, là, il faut qu'ils comprennent. Ça, il n'y a plus de débouchés. Même les technologies, la dernière fois, des policiers sont descendus d'un Cayenne. Parce qu'ils gardent les voitures des trafiquants, les homologues police. Tu as des voitures, et tu as des policiers qui tournent en M4 et tout, parce qu'ils gardent les voitures. Nous, à l'époque, on avait un peu d'avance, tu vois, en téléphonie. Maintenant, ils ont tout. Tu vois, donc il n'y a plus de débouchés. Après, il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais est-ce que le jeu, il envoie la chandelle? Et là, quand je vois la population pénale, parce que j'étais je sais pas si tu as envoyé dans le Parisien, j'étais en prison pour une lettre en 2020, parce que j'ai écrit au procureur pour qu'il me laisse tranquille, parce qu'il cassait ma porte tous les 2 jours. Et je vois les petits, ils savent rien, nous. Et ils m'appelaient l'ancien, comment on fait une chauve, comment on fait un yo-yo. Je dirais, c'est ta mère, frère, t'as des Kellogg's et du lait au moins. Mais oui, j'ai envie de vous poser une question. On sait que vous êtes dans une démarche préventive, tu vois. Et qu'on sait que certains grands qui racontent leur passé de bandits sont dans une démarche préventive, comme je disais, tu vois. Mais donc, pas tous. Hein. Ouais, pas tous, certains grands. C'est pour ça que je dis certains grands, tu vois. Ouais. Et genre, le message, c'est ne foncez pas dans le mur qu'on s'est pris. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le discours de certains un message sous-jacent subliminal? C'est-à-dire, certains grands qui, intentionnellement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire aux petits, d'une manière dissimulée ou pas, faites vos bails, essayez de ne pas vous faire attraper, et si c'est le cas, vous ferez 10 à 20 ans de tôle, et dans 20 ans, vous raconterez votre vécu de bandit à des petits sur les réseaux ou en intervention dans certaines structures. Est-ce que c'est pas le message que certains grands ils sont en train de... Moi, j'ai pas vu de vidéo de ce type. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sont dans ce discours? Et je parle pas forcément de vidéo, je parle même dans la street, dans la rue, dans la vie réelle. Est-ce qu'il n'y a pas des grands qu'on... Là, ce que je vois beaucoup, c'est des grands qui ont un peu bugué. Comme j'ai dit dans une vidéo, ils se décrivent comme grossistes, mais ça fait 4 ans, ils ont la même doudoune. T'as un temps que trop, t'as l'impression qu'ils ont pris des balles, t'as des plumes qui parlent. Quand ils éternuent, t'as des plumes qui sortent de la doudoune. Ils cherchent à exploiter des petits. Ils vont essayer de monter un terrain, ils vont donner une plaquette de merde, tout ça, tu vois, ils cherchent à exploiter les petits. Mais après, voilà, t'as des gens, ils veulent pas changer. Tu vois, parce qu'en fait, t'as beaucoup de psychiatrie, comme j'ai dit aussi. T'as beaucoup de psychiatrie dans les quartiers. T'as beaucoup de mecs qui ont bugué, tu vois, dans les hôpitaux-psychiatries. T'as des mecs qui prennent des substances, le shit, tout ça, comme j'ai dit. Le shit de maintenant, c'est pas le shit de l'époque. Parce que dedans, il se dit, ouais, je fais du crime, à 30 ans, je suis millionnaire. Mais à 30 ans, il est chez sa mère, il est pas marié au RSA. Donc il se réfugie dans l'alcool et après, il pète les plombs. Tu vois, c'est ça, là. Mais regarde, t'as vu, moi, la question que je me pose, c'est que, tant bien même t'es pas un grand qui est dans cette démarche-là à vouloir dire ce que j'ai dit, enfin, voilà, comment dire, à avoir un message subliminal, est-ce que même les petits l'interprètent pas comme ça? À partir du moment où on raconte ses bagarres, où on raconte son passé avec ses histoires, est-ce que les petits ils l'interprètent pas comme ça? Est-ce qu'ils sont pas en train de se dire, est-ce qu'ils sont pas en train de se dire, vous avez vu, je vous écoute, donc en fait, je peux faire tous mes bails. En fait, après, au final, je serai comme vous. C'est-à-dire, je vais me poser dans une émission ou je vais me poser au quartier ou dans une structure sociale où je vais te payer pour raconter mon vécu. Et en fait, est-ce qu'ils comprennent pas le message comme ça? Mais moi, après, je suis pas dans une démarche mercantile. Moi, je suis dans une démarche un peu de résilience. Tu vois, c'est pour éviter, tu vois. Après, moi, quand j'explique aux petits, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu n'as plus de problème. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi des fois on voit des milliardaires qui se suicident ou qui deviennent toxicomanes? On ne comprend pas, les milliardaires ils s'y tuent. Parce qu'en fait, nous, t'as vu, quand on était petits, on volait une paire chez Foot Locker, mais quand on l'avait au pied ou une montre, t'as vu? Quand on l'a au poignet, après on la calcule plus. Le soir, on la jette, on la met sur la table de nuit. La paire, on la calcule plus. Comme on a une voiture, au début, il faut attention. Après, tu trouves des chips et des pistaches. Tu vois? Mais quand t'as plus de désir, tu peux t'acheter une Ferrari comme une baguette de pain. En fait, dans ta vie, t'as quoi? Tu t'ennuies. Parce que t'as plus de désir. Tu vois? Et des fois, moi, ce que j'explique aux petits, c'est les bonheurs, c'est des petites choses de tous les jours. Et moi, je me suis rendu compte comment, c'est quand j'ai été incarcéré à Fleury à l'époque. Là, elle a été refaite, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, on ne calcule pas l'eau chaude. Et quand il y a des pluies, il me dit, ouais, je dis, frère, tu fais tes besoins dans l'eau potable. L'eau des toilettes, c'est l'eau du robinet, on est d'accord. C'est-à-dire l'eau dans laquelle tu fais des besoins, il y a 2 milliards d'êtres humains, ils n'y ont pas accès. C'est clair. Tu vois, donc à un moment, il faut, comme j'ai dit, on a ici où ils attisent les haines, qui crachent sur la France. Comme j'ai dit, moi, la France, c'est une bonne mère, mais qui fait une différence entre ses enfants. Tu vois, c'est ça. Parce que regarde, t'as vu, vraiment dans ce que je suis en train de... Moi, j'ai la réponse si je peux me permettre. Attends, je vais rajouter encore à cette question.
Est-ce que maintenant raconter ces histoires de bandits, même en trouvant les mots justes, n'incite pas certains jeunes à imiter ou pire à vouloir faire mieux, aller plus loin? Non, c'est pour ça, là, ce que tu as rajouté, c'est essentiel, parce que tu parles de mots justes, là, ce que tu viens de dire dans ta deuxième version. Parce qu'en réalité, à un moment donné, c'est pas de glorifier, c'est d'illustrer un propos, tu vois, avec des faits, tu vois, en expliquant justement que la finalité, c'est 4 murs ou 4 planches. Parce que nous, là, on est des miraculés, frère. Tu vois, en vrai, avec la vie qu'on a eue, tu vois, je peux te dire qu'il y a plein de gens qu'on a côtoyés, mais qui sont plus là. Tu vois, mais qui sont plus là, genre sur la planète. Et il y en a d'autres qui sont là, mais bon, enfermés avec des peines à 2 chiffres. Tu comprends ce que je veux dire? Ou d'autres qui sont dans des hôpitaux psychiatriques. Tu vois, que tu sois là, que tu puisses jouir de ta famille et de tes enfants, etc. C'est une bénédiction. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et ce que je veux te dire, c'est que en réalité, voilà, c'est les mots justes. Ça veut dire, c'est pas glorifier, c'est juste te dire que, en réalité, je sais pas comment te dire. Tu sais, si moi je marche quelque part et que je vois un trou et que je me le mange, moi, ma bienveillance et mon empathie, elle veut que toi, Boubacar KFDH, chez Bélec, il y a un trou là, pour que toi tu l'enjambes, pour que tu te blesses pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, c'est pas, je vais me dire, hey, j'ai mangé le trou, ah vas-y, j'ai une balafre, maintenant je suis un chaud, et si tu veux être un chaud, prends-toi la même balafre. Non, parce que la balafre, ça fait mal, parce que t'es blessé, parce qu'il y a la convalescence, parce qu'il y a tout ça. Tu comprends? Moi, je vois que ça comme la bienveillance. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens, moi j'en connais, hein, des gens de ma génération, qui restent sur le passé, parce que c'est leur seule gloire. C'est-à-dire, aujourd'hui, en 2023, ils font pas d'oseille, ils sont au RSA, ils ont pas de trucs, ils assument rien du tout. Et eux, tu sais, comme il disait, j'ai bien aimé ce qu'il a dit quand il a dit il y a 3 personnes, celle qu'on aimerait être, celle qu'on est et celle qu'on souhaiterait avoir. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, ils sont mis sur pause. Moi, j'en vois plein. J'en vois plein, mais j'en vois plein. Quand je vais des fois organiser, moi, tu sais, on vieillit, donc il y a beaucoup de funérailles, tu sais, c'est le cycle de la vie, tu vois. Moi, j'ai perdu mes 2 parents, tu vois, de mort, normal. C'est pas un truc tragique comme Rudy, tu vois, mais parce qu'on est vieux. Tu vois, c'est le cycle de la vie, tu vois. Les parents, on les enterre, on finit par les enterrer. Tu vois, moi, ma mère a enterré ses enfants, c'est un truc que je souhaite à personne, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, aujourd'hui, qui sommes parents, parce qu'elle est là la différence en fait. Tu vois, la différence elle est là parce qu'en vérité, à un moment donné, quand nous on était jeunes, on n'avait pas cette responsabilité-là parce qu'on n'avait pas de gamin. Et on ne se rendait pas compte de l'impact. Comme ce qu'il a dit tout à l'heure, l'impact que tu vois sur les victimes au niveau du tribunal, c'est quand tu le vois que tu te rends compte de l'impact que tu as. Mais quand nous on est jeunes, on n'a pas de gamin. Comme il a dit si bien, et ce que je disais tout à l'heure, moi je connais aucun mec qui fait ça pour l'adrénaline, c'est pour des besoins. Donc tu vas entre ce chemin A et B, tu sais qu'il y a l'argent que tu dois te faire là-bas. En chemin, il y a des galères, bah faut les assumer. C'est un truc, c'est un fait. Maintenant, laisse-moi juste finir le truc. C'est que ce que je veux te dire, c'est que en réalité, aujourd'hui, nous qui sommes parents, tu vois, ça veut dire que à part, tu vois, à part si bon, j'ai beaucoup d'amis dans cette communauté, tu vois, mais à part, tu sais, les gitans qu'ils enseignent à leurs enfants comment voler très jeunes. Parce qu'en fait, ils sont là. Moi, la dernière fois, j'étais dans une ambiance dans le 9-5 et il y avait des gitans et ils étaient jeunes, ils savaient pas lire, pas écrire. Parce qu'ils avaient jamais été à l'école. Tu vois, et eux, leur truc, c'est de voler depuis le plus jeune âge. Parce qu'en fait, c'est un truc un peu, je vais pas dire culturel, mais ils savent que... Et voilà. Même moi, j'ai vu les anciens gitans qui disaient « Ah, nous, on restait dans le camping, ils appellent la caravane, et c'est nos femmes qui allaient voler. » Tu vois, et ça veut dire que à part cela, même moi, par exemple, moi, par exemple, mon fils, qui est adulte, qui va sûrement regarder ce truc, ben, il va apprendre des trucs sur moi que j'avais même pas envie qu'il apprenne. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en réalité, à un moment donné, moi, je glorifie pas ça. Moi, je préfère mettre en avant les choses positives que j'ai fait dans ma vie, et je suis dans une ambition débordante, et j'ai encore plein de trucs à faire. Tu comprends ce que je veux dire? À accomplir dans ma vie. Tu vois, et c'est pour ça qu'en réalité, moi, là que j'en parle aujourd'hui, ou à travers le phare, quand par moment, tu vois, parce que c'est pas moi qui est au quotidien à driver les gens, j'ai pas ce temps, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand des fois j'échange avec des jeunes, et quand c'est moi qui leur parle, ils voient direct la différence. Et même moi, ça m'est déjà arrivé d'être invité par des gens que je connais, qui bossent avec des jeunes, pour que je parle aux jeunes. Tu vois, ou comme des potes que j'ai, qui ont des enfants, pour parler à leurs enfants. Parce qu'ils savent que moi, j'ai les mots qui vont leur permettre d'ouvrir les yeux sur certains trucs. Tu comprends ce que je veux dire?
Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que la clé et le mot-clé, c'était les mots justes. Parce qu'en vérité, comme je te disais, bien sûr qu'il y a des gens, ils parlent de leur passé parce que c'est leur seul, entre guillemets, Fait de gloire. fait de gloire. Alors qu'il n'y a pas de gloire dans ça, en vrai. Ouais, Tu veux dire, ils sont en manque mais de pour eux, reconnaissance. c'est ça. Donc, du coup, quand on parle comme ça, en glorifiant le truc et en faisant machin, là, les jeunes, ils peuvent se dire, ah ouais, ça tue, j'ai envie. Mais quand tu parles à un jeune et tu lui dis, hey, poto, t'as vu la fin du générique? Nous, on la connaît. Tu vois, c'est comme j'ai eu ce débat avec un mec l'autre fois, et je t'en ai parlé l'autre fois au téléphone, on parlait de Snowfall, une super série, et le mec, il disait qu'il aimait pas la fin. Et je dis, mais moi, j'adore la fin. Parce que la fin, tu vois que le mec, à cause de la rue, il s'est retrouvé à faire des trucs de ouf, il est devenu riche, et il a tout perdu, et encore, il a la chance qu'il a envie, parce qu'il est juste devenu clodo. Tu vois, et c'est ça la vraie fin. Le pourcentage de gens qui s'en sortent et qui prospèrent, mais il est très infini décimal. Moi, j'en ai parlé avec mes anciens à Grigny qui me disent, mais frérot, aucun de notre génération de cinquantenaires, il n'y en a aucun qui est millionnaire. Exactement, mais il n'y en a aucun. Mais tu parles de millionnaires, il y en a, ils n'ont même pas 10 000 euros devant eux. Tu me dis millionnaire. Il y a quelques millionnaires à Grigny quand même. Ils sont pas nombreux. Non, mais tu comprends bien. Je te parle de certains. Ils ont même pas. Tu vois, après, moi, ce que j'explique, tu vois, c'est comme si tu étais un boxeur et tu racontes que tu es victoire et tu n'expliques pas les KO. Exactement. Tu vois, moi, ce que je dis, tu vois, certes, on a eu des sacs d'argent, mais j'ai mangé des pâtes. Moi, j'avais une vie, je pouvais me lever le matin, le soir, rentrer avec 200 000 euros, mais c'est rare. Tu vois, le lion, il part 10 fois à la chasse et il revient 7 fois bredouille. Il n'y a que 3 sur 10 chasses, il y en a que 3. Et c'est parce qu'il repart à la chasse que c'est le roi des animaux, tu vois. Et moi, ce que j'explique, c'est que leur histoire de mental, tu sais, dans la vie, tu vas te prendre des couteaux dans le dos, c'est sûr, mais c'est quand tu vas voir ce qu'ils te les a mis. Tu vois, tu sais, toutes les guerres qu'il y a eu dans le 9-3, dans le 9-4, où il y a eu beaucoup de morts, des fois, eh ben, à la base, c'est toujours 2 associés qui bossaient ensemble. Et après, tu as vu, tu deviens parano. Parce qu'il a l'oseille, il veut me carotte. Ouais, une fois, il y a un mec qui l'a allumé. Parce qu'ils avaient un petit différent commercial, une perte, bref, tout ça. Il attendait devant un café, il a vu passer en T-Max, qui avait rien à voir. Ah, il a voulu me faire. Il est parti, il a allumé. Et chez nous aussi, il y a une histoire aussi qui s'est passée chez nous dans le 20e, c'était des anciens. Il y en a, il s'est mis dans la prière, il est parti le voir, il a dit, frérot, regarde, moi j'arrête tout, je me mets dans la prière, on a fait ce qu'on a fait, mais il faut qu'il n'y ait aucune histoire qui sorte. Et le mec, il est rentré dans sa parano, ouais, il a pris un rail de zip, il est venu, il l'a allumé devant tout le monde. Tu vois, Rahmou Père son nom, tu vois. La question, il n'y a pas de mental, tu as les histoires de mental, tout ça. Tu sais, une fois, il y a un petit, il m'a dit, ouais, tacle ma bande. Moi, j'ai dit, viens, frère, monte dans la voiture. On est parti à la maison d'arrêt de Nanterre. Regarde le parloir, les familles. Il n'y a rien qui te choque. Tu vois pas qu'avec des femmes. Tes potes vont t'assister 1 an, 2 ans. Après, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes aussi. Tu vois ce que je veux dire. Ils ont leurs problèmes, ils ont leur vie. Après, voilà. Après, c'est comme ça, tu peux même pas leur en vouloir. Est-ce que toi, tu aurais fait la même chose pour eux? Tu vois? Et comme je t'ai dit, il n'y a pas de... Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que pour raconter son vécu de sulfureux, comme je dirais, est-ce qu'il ne faut pas une pédagogie particulière? Parce que c'est particulier quand même, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis les mots justes. C'est pour ça que je te dis le mot-clé, c'est les mots justes. Parce qu'il y a une pédagogie, bien évidemment. Parce qu'il y a une manière de dire. Parce qu'en vérité, comme je te disais, il y a des gens, ton auditoire, il faut t'adapter. Parce que ton auditoire, il y en a plein, ils vont être grisés. C'est comme la vitesse, tu vois, t'es là, tu roules, tu sais que c'est dangereux. Tu sais qu'il y a les flashs, il y a les keufs, il y a tout. Mais le moteur du gamos, le machin, tu roules, ça t'excite, t'as envie de, tu vois. Donc, en fait, on sait tous que la vitesse, c'est pas bon. Et on sait tous que le crime, c'est pas bon. Mais il y en a qui sont grisés par ça. Tu vois, il y en a qui sont grisés par ça. Tu vois, ils le font par nécessité. Mais au final, ils ont cette adrénaline à chaque fois que l'adrénaline que ça leur procure, les grise. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il y a cette pédagogie. Et moi, à travers le phare, je vais te pitcher un peu vite fait, tu vois. Moi, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe déjà entrepreneuriat. Dans le sens où tu galères à trouver ton taf, crée ton propre taf. Parce qu'en réalité, c'est clair que tu vas dire à un mec qui fait un peu de stup ou des machins et qui arrive à vivre correctement, on va dire. Parce que je vais te donner un autre exemple dans mon exemple. Tu vois, tu vas prendre sur 10 ans. Un mec qui n'est pas un grossiste, un mec qui fait du stup à petite échelle. En 10 ans, le mec a travaillé en CDI, il a coffré plus d'argent que lui. Tu vois, parce qu'en comptant les pertes, les avocats, les machins, tout ça, le mec qui a fait son petit, même pas 2000 euros, 1800 euros par mois, il a son petit loyer HLM et tout ça, il a plus coffré, il est plus parti en vacances avec sa femme, il est plus machin que l'autre. Parce que l'autre, faut pas qu'il quitte le terrain, faut pas qu'il machin, il a pas le temps de profiter de son oseille. Comme on parlait de la baraka de l'argent, tu vois, il a pas la baraka de l'argent, etc. Donc en réalité, il va pas coffrer.
En vérité, maintenant, il y a des gros grossistes qui poussent des lourds et tout. Eux, ils font de l'oseille. Mais les petits mecs de quartier, les 3 quarts, ils font pas d'oseille. Et comme il disait tout à l'heure, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, c'est qu'il y a plein de mecs, ils font un peu d'oseille et ils le claquent pour faire croire qu'ils en ont beaucoup. Donc, en fait, il n'y a aucun bénéfice dans leur truc. Tu comprends ou pas? Parce qu'en fait, tu fais pas d'oseille. Si tu coffrais un peu, ça pourrait se transformer en oseille. Mais comme tu fais pas beaucoup et tu veux faire la mala, montrer que genre t'en as plein, repars à zéro. Tu repars à zéro à chaque fois. Mais il travaille dans les boîtes, il a dû voir des mecs qui claquent 2-3 000 euros dans les carrés VIP puis qui repartent en Clio 3. Exactement. Tu vois, Exactement. C'est hallucinant. Et en fait, le pire, c'est qu'ils font tout ça pour des femmes. Bon, on va pas dire, il y a des femmes bien partout, mais qui n'ont pas d'intérêt pour eux. Exactement. Moi, j'ai des potes, ils m'appellent en larmes. Ouais, j'ai plus de parloir, appelle-la, faut qu'elle vienne. Mais c'est ta femme? Non, c'est ma petite. Ouais, je l'ai connue à la Chicha, au carré VIP ou RDV. Je dis, mais frérot, elle allait rester avec toi toute ta vie. Tu vois ce que je veux te dire? Après, voilà, après comme tu as dit, les petits, ils font, tu sais, dans la vie, la vie, c'est une question de choix qui se divise en 2 catégories, ceux qu'on assume et ceux qu'on regrette. Maintenant, ce qu'il vient de dire, il y a une étude qui a été faite à Harvard qui dit que quelqu'un qui a été en CDI très très tôt, qui a travaillé toute sa vie, au final, il a plus de patrimoine que quelqu'un qui a fait la rue. Mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien évidemment. Parce que, tu sais ce qu'il parle là? Il parle de choses, ça me fait des flashs que j'ai vus dans plusieurs quartiers. Les mecs qui sont restés bloqués dans les francs, là, les années 90, où ils avaient des M3, là. Eh ben, ils se retrouvent à fumer des bédos en racontant leur carrière avec des petits de 20 ans. Exactement. Les petits, ils prennent la confiance. Et puis après, moi, ils démarrent. Voilà, exactement. Ils se retrouvent à mon âge à se taper avec des 2000. Ouais, grave. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai vu un mec qui avait dit, ouais, il m'a manqué. Je dis, mais frère, qu'est-ce que tu te poses avec eux? Déjà, pour commencer. Voilà. Nous, déjà, quand on était petits, on voulait que les grands ils dégagent du terrain. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Laisse la place aux petits. Après, t'en as. Tu sais, quand tu parlais tout à l'heure, tu sais, comme j'étais mis en examen, j'étais condamné pour des faits de terrorisme. Et moi, j'avais mis une méthode que j'avais proposée via un de mes avocats. Moi, j'ai été militaire. J'étais à côté dans les compagnies de combat à Wassel. Viens dans un camp. Déjà, tu vas pas te laver pendant une semaine. Quand l'odeur va te faire réfléchir. Il n'y a pas de Big Mac. Tu as mangé des trucs ballots. Quand tu vas dormir, tu as les mortiers que j'aime me mettre sur la police. Je vais te les mettre à côté de la tête. Parce que tu as l'OTAN, quand elle va t'envoyer des bombes, elle va pas te dire, elle va pas t'envoyer un texto. Tu as vu tout ça, bon an, mal an, mis bout à bout. Sur 100, il y en a un, il va partir parce qu'il doit être touché, tu vois. Parce que ça, c'est la réalité. Parce que quand tu vois une vidéo, tu n'as pas l'effet. Tu vois. Et moi, c'est ces méthodes. Des fois, il faut combattre le feu par le feu. Moi, j'ai des petits, j'ai réussi à leur faire prendre les études. Je les ai tirés, va à l'école de la deuxième chance, va à la boîte d'intérim. Ouais, vas-y, mais tu t'inscris à toutes. Mais c'est pas à 14h les boîtes d'intérim, c'est à 8h. Puis t'as vu, t'en as, ils ont réussi à rentrer à Peugeot, ils ont acheté une petite voiture, tu vois, ils sont heureux, tu vois. C'est pas des millionnaires, mais ils dorment sur leurs 2 oreilles. Donne un peu d'argent à ta mère, ça lui fait plaisir. Tu vois, voilà, on essaie petit à petit, comme je t'ai dit. Tout à l'heure, vous parliez de. Voilà, lorsqu'on va s'exprimer envers les petits, il y avait une question de légitimité, tu vois. Et moi, la question que je me pose, c'est, tu as vu, on a l'impression qu'on vit dans un monde, dans le monde à l'envers. C'est-à-dire que la société met beaucoup en avant les bad boys. Il y a un problème avec les bad boys, en fait. Tu vois, même à l'époque, dans toutes les classes sociales, il y avait James Dean qui était... Même à l'époque du rock'n'roll. Voilà. Tu dis, même à l'époque du rock, James Dean dans les années 50, on a toujours mis en avant les bad boys. Et genre, il y a une fascination pour les bad boys. Il y a même, je pense que même la nature humaine est attirée par le dark, par le sombre. T'as vu? Ils aiment... C'est ce que je te disais tout à l'heure, exactement. Et moi, la question que je me pose, c'est... T'as vu, pourquoi le bad boy, le bicraveur, le bagarreur dans les quartiers est-il plus écouté que celui identifié comme gentil, qui taffe, qui a fait ou pas des études et sportif? En fait, c'est pas le cas. Et en gros, comment ça se fait que celui qui est censé donner le bon exemple, eh ben, il est moins pris en exemple que celui qui donne le mauvais exemple? Regarde, je vais te finir vite fait le pitch du phare. Je t'en prie. Et je vais te répondre à ta question. Parce que, comme je te dis, moi, comme je suis dedans, ben, j'ai toutes ces réponses-là, en vrai. Tu vois, du coup, donc, quand je te disais, tu vas dire à un bicraveur d'arrêter de bicrave pour aller taffer au SMIC, en fait, c'est pas rentable, entre guillemets. Tu vois, donc, moi, dans le phare, on prône l'entrepreneuriat. Dans le sens, comme je te disais, si tu trouves pas ton travail, crée ton propre travail. Tu vois, donc, sois un entrepreneur. Parce qu'en réalité, un mec qui, admettons, qui deal, voilà, il doit les soucis d'approvisionnement, de gestion des stocks, d'achat, de suivi de la clientèle, etc. C'est des notions de commerce classiques. C'est clair. Tu vois, et du coup, en fait, si toi, tu es en mesure de faire ça pour ton activité illicite, tu vois, mais en vérité, tu peux le faire pour une activité illicite. C'était PDG, en fait. C'était PDG dans l'ombre. Moi, la vie que j'ai eue, elle découle de ça. C'est que moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de faire ça et je vais faire autre chose.
mais avec les mêmes méthodologies, la même niaque, les mêmes couilles, les mêmes tout. Et du coup, ce que j'ai fait, ça a marché. Tu vois, et après, tu comprends, après, ça fait la vie que j'ai eue, tu vois. Mais ce que je veux te dire, donc après, il y a l'axe citoyen. Ensuite, il y a l'axe, beaucoup le sport, tu vois, dans mon phare, parce que le sport, c'est une école de vie qui t'apprend la discipline, qui t'apprend à sortir de ta zone de confort, qui t'apprend le don de soi, qui t'apprend la cohésion, qui t'apprend l'esprit de corps, tu vois, ça veut dire que dans les quartiers, ceux qui ont fait du sport, ils ont souvent moins mal tourné que les autres. Parce qu'ils avaient déjà cette cohésion et cette discipline. Il faut se lever à 8 heures pour le match. Tu vas faire un truc mal au foot, ton coach, il te sort, t'as la rage, mais tu sors, tu obéis parce que tu sais que, tu vois, cette discipline-là qu'on t'enseigne à travers le sport, tu vois. Donc, il y a ça, et il y a aussi le côté, en France, tu sais, le système de l'éducation nationale, il n'est pas super bien fait, dans le sens où on va te dire que si tu es nul en maths, tu feras rien de ta vie. Alors que moi, j'ai fini l'école, j'avais 27 ans, et moi, du coup, de ma Normandie, j'avais un pote à moi, un blanc, qui était... il a fait CPPN, tu sais, il était presque illettré, frère. Bah, 26 ans, il était propriétaire d'un garage et d'un pavillon parce que son truc, c'était la mécanique. Il avait trouvé sa voie depuis le début. Tu vois, il avait toujours les ongles sales, les mains sales. C'était un mécano, tu vois, et en fait, il a trouvé sa voie et c'est devenu un crack, tu vois, dans ce qu'il faisait. Tu vois, pendant que moi, j'étais encore en train dans un studio à Paname et en train d'essuyer les bancs de l'école, bah, lui, il était déjà son propre boss. Tu comprends, Donc, c'est ça le truc. Maintenant, ce que je veux te dire, pour répondre à ta question, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Amadou Ampateba, tu vois. Il dit un truc, il dit qu'on entend plus le bruit de l'arbre qui tombe que le bruit de la forêt qui pousse. Tu vois, je veux dire pas. C'est ça le problème. Tu vois, c'est que moi, à travers le phare, mon but, c'est de mettre en lumière le positif. Tu vois, c'est parce que en réalité, l'arbre qui tombe, il fait du bruit. Tu vois, il y a même les Canadiens, ils ont un cri qui font, je sais plus c'est quoi, mais en tout cas, pour prévenir que l'arbre tombe. Donc l'arbre, il tombe pas en secret. Il y a le coup de hache qui fait que tu le fends, et quand il tombe, faut crier pour que personne se le mange sur la gueule. Tu comprends, Donc ça fait du bruit. Mais tu sais, le cycle de l'automne, de machin, tous les graines, les bourgeons qui tombent, tu vois, elles font que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y a un arbre qui va pousser. Donc, pour un arbre que tu coupes, il y a une multitude d'arbres qui poussent. Et du coup, comme a dit Ampateba, on entend plus le bruit de l'arbre qui tombe que le bruit de la forêt qui pousse. Et du coup, dans ce projecteur que j'ai envie de mettre sur le positif, tu comprends, je veux dire, moi, c'est ça mon lien. Et le slogan du phare, c'est du cercle vicieux au cercle vertueux. Tu vois, parce que moi, je refuse, parce que tu es noir, blanc, de quartier, que tu es obligé d'être un youve pour être un bonhomme. Alors que pour moi, ma définition d'un bonhomme, tu vois, et c'est ce que j'ai enseigné à mon fils, tu vois, c'est un mec qui respecte les gens, qui respecte ses parents. Et si demain on te met au pied du mur, tu perds pas tes couilles. Mais en plus, parce qu'il y en a plein, ils font les mecs devant les gens, mais au pied du mur, diarrhée. Tu comprends bien? Et le truc, c'est ça. Donc, en réalité, de mettre la lumière sur ça. Tu vois? Parce que pareil, on parle du rap. J'étais en rendez-vous un jour avec Bruno Laforesterie, qui était au Move avant, qui est plus là-bas maintenant. Et on parlait, il me disait, ouais, mais c'est le rap qui marche. J'ai dit, c'est pas vrai. Je dis, c'est pas vrai ça. Je me rappelle que Niska, qui vient du 9-1, là, quand il a fait son Mathieu Dicharo, il se plaignait parce que tout le monde chantait ça, mais il faisait pas d'oseille. Tu vois, il a commencé à faire de l'oseille quand il a fait le truc avec Gims, et puis après, machin, et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois, mais à la base, en fait, les rappeurs qui font de l'oseille, même s'il y en a qui les catégoriques plus de rappeurs, c'est Maître Gims, c'est Soprano, c'est les gens qui prennent pas la violence, c'est les gens qui rappent cool. Tu vois, des Lampal, des Big Flo et Oli, des machins, ils remplissent des stades, ils font des tournées de ouf, tu comprends bien? C'est eux qui font de l'argent, pour de vrai. En public, moi je suis dans la musique. Ils font de l'argent en SACEM, ils font de l'argent en cachet, ils font de l'argent en tout. Tu vois, alors que tous les autres, là, les mecs qui rappent la rue, en réalité, toi, t'as des enfants? Oui, j'en ai. Voilà. Est-ce que tu valides que les sons... Parce que les rampas, ils valident pas ça. Ah non, du tout. Tu veux dire, donc en réalité, les enfants à un certain âge, ils font leur libre arbitre, ils écoutent sur leur smartphone ce qu'ils ont envie. Tu vois, moi, comme mon fils, il écoute du rap, il adore le rap, mais pour lui, c'est un divertissement. Tu veux dire, il sait très bien, vu qu'il a moi comme père, de toute façon, il sait très bien que en fait, c'est du divertissement. Ouais, c'est comme le catch. C'est comme le catch. Voilà, tu sais que c'est pas la bagarre. Tu comprends bien. Alors, tu peux être fan de catch, t'as le droit. Tu vois. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est ça, comme tu parles de déontologie, de pédagogie et de mots justes, je pense que moi, en tout cas, le combat que je veux mener, moi, à travers le sport, à travers tout ce que je fais, c'est vraiment mettre la lumière sur les mecs frais. Tu comprends bien? Parce qu'en fait, on va te dire, ouais, l'autre c'est un bonhomme parce qu'il a fait des gardes à vue. Mais moi, si t'as fait des gardes à vue, c'est qu'on t'a attrapé. Donc peut-être que t'es pas si malin que ça. Donc peut-être que change de game, en fait.
Tu comprends ou pas? Une autre anecdote, un jour, je suis au sport, dans le sauna, il y a un mec, il a un bracelet électronique, et il fait le mec, et il bombe devant les autres. Et à un moment, je lui dis, mais poto, tu sais que ça, c'est... Il y a une condamnation. C'est-à-dire, si tu as été condamné, c'est que tu as été attrapé. Si tu as été attrapé, c'est que tu n'es pas le plus malin de l'histoire. Tu veux dire, moi, je connais des mecs, justement, quand on parle des crimes en col blanc, c'est des gens, ils n'ont jamais fait une garde à vue. Pourtant, ils brassent beaucoup d'oseille. Tu veux dire, ça veut dire qu'arrêtez de revendiquer, genre, tu vois, moi, la prison, c'est pas une fierté. Comme quand j'entends Rudy, c'est pareil. Tu veux dire, c'est des bugs dans l'histoire. Et on a, à force de s'être brûlé, ben, on a mangé. Tu veux dire, mais en vrai de vrai, ben, le mieux, c'est de pas y aller. Donc, en fait, revendique pas un truc genre lourd, comme quoi, ouais, moi je suis un ex-tolard, mais t'es un ex-tolard, c'était un mec qu'on a attrapé. Tu vois, et quand on t'a attrapé, c'est que t'es pas si malin que ça. Tu vois, même si c'est un attrapage d'accident, même si c'est qu'on t'a balancé, même si c'est machin, mais à un moment donné, dans ta mécanique, quand toi tu dis, vas-y, je veux 7 oseilles, tu sais que le risque prison, il peut exister, mais en fait, t'as pas envie d'y aller. T'as envie de jouir de ton oseille. Tu comprends? Donc, en réalité, déjà de désacraliser ce truc de, ouais, être un bonhomme, c'est un voyou. Ça, il faut le faire. Parce que comme je te dis, encore une fois, il y a ce spectre-là de... On idolâtre les bad boys, la fascination des bad boys et tout ça. Mais sauf qu'en vérité, je te donne un exemple simple. Hein. Je vais te faire une statistique. Et je suis sûr qu'il va me rejoindre sur ça. Tu vois, tu vas prendre un panel de 1000 personnes dans une cité. Et je te parle de 1000 personnes, hein, pas 1000 garçons. Déjà, dans la cité, il y a plein de filles. Les filles, elles font des études souvent plus que les garçons. Mieux que les garçons. Donc, elles réussissent mieux que les garçons. Donc, déjà, tu prends toutes les meufs, tu les enlèves. Disons, on fait une parité. 500 meufs. Déjà, il y a 500 qui sont clean. Tu vois, qui font pas de garde à vue, qui font pas de machin, qui... rien. 500, les meufs, ok. Dans les 500 mecs qui restent, tu vois, il y en a peut-être, franchement, en exagérant, il y en a peut-être 5 qui sont chauds dans le crime, dans la cité. C'est exactement ça, c'est minoritaire. 5. Ah ouais. 5, hein. Mais je te dis qu'ils sont chauds, c'est là qu'ils font de l'oseille, c'est eux qu'on les flingue, c'est eux qu'on va chercher quand il y a des galères, etc. C'est eux qui portent leurs couilles. Sur 500, il n'y en a que 5. C'est ça. Sur les autres 495, il y en a peut-être 5 qui sont des bonhommes, mais ce n'est pas les meneurs. Ça veut dire que quand moi je suis ton gars, ça veut dire que lui, c'est mon meilleur pote, lui, il a les couilles. Moi, j'ai les couilles, mais je n'ai pas sa détermination. Mais si lui, il rentre dans un bourbier, je ne peux pas le laisser. T'as les wagons, les locomotives. Voilà, donc moi j'y vais. Donc ça fait 5. Tu vois dire, ça reste du coup 490. Maintenant, dans les 490 restants, on va dire qu'il y en a 10 qui, eux, s'ils sont chez eux au moment de l'embrouille, ils vont pas descendre pour l'embrouille. Tu vois, ils vont être dans l'embrouille s'ils sont là et qu'ils veulent pas déballonner devant les gens et qu'ils ont envie d'en être, mais ils aiment pas parce que souvent ils font des études, souvent, tu sais, c'est des mecs qui sont un peu plus réfléchis, mais comme c'est des renards des rebeux et que genre, dans leur ADN, entre guillemets, c'est obligé d'être des bonhommes, tu vois, donc du coup, machin. Donc ça fait 480 mecs qui veulent pas de problème. La majorité des mecs ne sont pas des voyous. Donc sur 1000, il y a 980 personnes qui rêvent que d'une chose, c'est de s'en sortir et de sortir de la cité, d'avoir un bon travail, de pouvoir subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. C'est ça la statistique. Je veux dire, il n'y a pas la majorité de faux. Il n'y a pas la majorité, c'est complètement faux. Les médias, ce qu'ils nous font croire, c'est comme, je te donne un exemple simple, on est musulmans tous les trois. Ben, on va être les zinzins qui font péter des bombes. Mais c'est une minorité. Tous les gens qui font leur dîme de leur côté, qui font leurs 5 prières par jour et qui font pas de vagues, mais on les entend pas. C'est ça. Parce qu'ils font pas de vagues. Exactement. Mais le mec qui pète des bombes, on va dire, ah, on va stigmatiser l'islam, ah, les musulmans, c'est des terroristes, etc., etc. En fait, il y a une autre problématique là-dessus. Certes, il y a cette que tu parles, mais il faut que tu saches qu'il y a toute une mécanique qui est mise depuis André Malraux, qui était le ministre de Charles de Gaulle, qui a dit, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est connu, hein, il l'a dit à l'Assemblée, à la vidéo, le seul combat qui pourra réunir les puissances occidentales, c'est le combat contre l'islam. Et un grand sociologue qui s'appelle Emmanuel Todd, qui a dit que les démocraties occidentales sont agonisantes, et il faut que pour survivre, elles se mettent dans une posture de combat. Qui dit combat dit adversaire. Nous, quand on était petits, quand il y avait Mitterrand, on nous faisait croire que l'armée rouge, elle avait débarqué à la Concorde et qu'elle allait avoir les chars de l'armée rouge à la Concorde. Maintenant, ils se lient face aux musulmans.
Mais les musulmans d'HLM, c'est les vols intégrales qui vont à Avenue Montaigne, qui laissent 50 000 euros chez Hermès, ça les dérange pas. Tu vois. C'est pour ça que ça me faisait rire, connaissant, parce que j'ai un peu navigué dans toutes les mosquées. Sarkozy qui se plaignait des polygames, des voilés, des barbus, sachant que la mosquée qui est à Neuilly-sur-Seine, des Qataris, des Saoudiens, leurs femmes, elles sont en niqab, ils ont la barbe, ils sont polygames, mais eux, ils vont à la mosquée en Bentley, en Rolls-Royce Phantom, tu vois. Donc voilà, après, il faut l'accepter, c'est le jeu. Ils nous critiquent tout ça, mais je pense, moi, en tant que musulman, puisque je porte la barbe, j'ai ressenti plus de choses de musulmans ou de personnes censées être musulmanes, de regards énervés, que de Français de souche. Moi, je pensais que, tu vois, après les attentats, j'ai donné des gazeuses à ma femme et à ma fille. Parce que je pensais qu'elle allait avoir ce qu'on appelle des ratonnades, tu vois. Mais je trouvais que les Français, ils ont été dans la résilience. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais qu'elle. Bon, là, il y a une petite mouvance d'extrême droite qui commence je sais pas si tu as vu, ils veulent s'en prendre à des musulmans, tout ça. Voilà, mais après, je pense que plus ou moins, on peut vivre tous ensemble. Tu vois, mais il y en a, c'est devenu leur business. La majorité, t'enlèves l'islamisme, il n'y a plus de journalistes à CNews, il va rester que les micros. Tu vois, tous les jours, tu sais, j'ai fait un jeu, si tu me permets. C'est CNews, je l'allume le matin, je l'allume et tous les jours, il y a un truc sur l'islam. Oui, tous les jours. Et des fois, ils mentent, ça, à l'époque. Et des choses qui pourraient être démenties par les autorités dites officielles musulmanes. Quand Copé fait sa sortie sur où il a vu de ses yeux des enfants se faire prendre leur croissant pendant le ramadan, alors que ça faisait 3 années de suite que le ramadan était pendant les grandes vacances scolaires. Tu vois, dire juste ça, tu vois, ça aurait dégonflé les trucs. Mais non, parce qu'on a des autorités musulmanes qui courbent les chines. C'est pour ça que nous, quand on a des comportements qui sont basiques en islam, comme porter le voile ou la barbe, c'est identifié comme de l'islamisme. Tu vois? Parce qu'on a une première génération de Chibani qui ont courbé les chines. Après, je peux pas les blâmer parce que tu vois, psychologiquement, imagine, tu as un papa algérien, tu viens vivre dans le pays dans lequel tu étais en guerre, puisque la guerre France-Algérie, mon grand-père l'a faite, tu vois. Alors, du côté français, parce que c'était un membre de l'OAS, ça, je l'explique dans mon livre. Et ça veut dire que psychologiquement, tu vas t'émigrer dans le pays avec. Moi, je le ferais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, tu as plein de papas algériens, donc ils devaient se faire discret, tu vois. C'est pour ça que notre génération et celle qui vient derrière, tu vois, je vois de plus en plus de jeunes filles voilées. Tu vois, alors que les jeunes générations, elles n'étaient pas voilées. Après, la nouvelle génération, elles ont pas les mêmes, de jeunes filles, elles n'ont pas les mêmes problématiques. Nous, notre génération, je sais pas si tu te rappelles, il y avait beaucoup de problèmes d'excision, de mariage forcé. Tu avais beaucoup de filles qui se mettaient en fugue parce qu'elles étaient promises à leurs cousins, tu vois. Il y a certaines ethnies qui pratiquaient ça, l'excision aussi. Bon, maintenant, ça a plus court, tu vois. Voilà. Après, tu vois, pour en revenir à ce que tu as dit, il n'y a que le dialogue avec les petits. Les amis, on va se faire une seconde partie parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Il y a plein de choses que je voudrais aborder avec vous, mais en 1 heure, c'est pas possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se faire une seconde partie et je vous contacte très vite parce que ma parole, il faut absolument qu'on fasse cette deuxième partie. En tout cas, je vous remercie, les frères. Comme je me disperse un peu, tu m'enverras les questions à l'avance. Tu vois. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Et très vite, on va se faire cette deuxième partie. Tranquille. Pas de souci. Merci à vous. Vas-y.